Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce déjà 25e Management Café. Alors, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. C'est une édition qui a particulièrement de succès, je suis ravi. Enfin, nous sommes ravis. Alors, si vous êtes là, c'est que vous savez probablement en quoi consiste le Management Café, mais je vais quand même le rappeler parce qu'il y a quelques règles du jeu qui sont spécifiques à cet événement. Alors d'abord, je vais vous rappeler d'où vient le Management Café. C'est une initiative du Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, le CEBRIG, dans sa version courte, qui est un centre de recherche en gestion qui est localisé dans la faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, qui est elle-même une faculté de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, plus familièrement. Alors, le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion a été créé sous un autre nom par Émile Bernheim, d'où son nom, qui était un homme d'affaires qui avait une vision large du rôle des entreprises dans la société. Et il a toujours soutenu la recherche du centre. Et à l'heure actuelle, le centre de recherche reste soutenu par la Fondation Bernheim, qui a été créée au décès d'Émile Bernheim. Et donc c'est grâce à elle que nous pouvons être là ce soir et qu'au quotidien, nous pouvons travailler. Alors, l'idée du Management Café, ce n'est pas d'organiser une conférence, ça arrive souvent, mais de proposer une occasion de discuter à plusieurs avec le public et de ramener face à face, de permettre de se faire se rencontrer les chercheuses et les chercheurs du Centre Émile Bernheim qui passent leur journée isolés ou à parler à d'autres collègues et des praticiennes et des praticiens et le grand public. Donc l'idée du Management Café, je dois le souligner, c'est la règle du jeu ici, c'est que, comme j'ai dit, ce ne sera pas une conférence, mais que vous êtes toutes et tous invités à intervenir. Donc notre événement sera réussi si le public a autant parlé, voire davantage, que les intervenants sur le plateau. Alors, avant de lancer l'événement de ce soir, je voulais encore remercier la Fondation Bernheim. Je voulais remercier l'ULB, sans qui on ne serait pas là. Je voulais évidemment remercier l'équipe du CEBRIG, Hélène Berthaud, Brune Gauguillon et Véronique Lahaye, sans qui on ne serait pas là ce soir. Et donc sans elle, pas de Management Café, pas de CEBRIG, et tout cela serait beaucoup plus difficile. Voilà, j'en viens maintenant au sujet de ce soir. Le Management Café de ce soir est consacré à la place de l'automobile dans la ville. Alors, en préparant l'événement, j'ai appris que nous passons autant de temps à nous déplacer qu'en l'an 1800. C'est-à-dire à peu près 1 heure par jour en moyenne, mais que nous allons de 10 à 12 fois plus loin qu'en 1800. Donc ça fait beaucoup de kilomètres, surtout que nous sommes nombreux à nous déplacer. Et par ailleurs, on l'a vu sur les dernières décennies, sur les 50-60 dernières décennies, les villes se sont étendues. Et ça n'aurait pas été possible, techniquement, sans la voiture, si on ne pouvait pas parcourir de longues distances en voiture. Mais alors, maintenant qu'on est rendu là où on est rendu, avec des villes qui sont étalées, eh bien, le fait est qu'on se rend compte que peut-être il s'agirait de réduire les émissions de CO2, de passer à une autre façon d'utiliser la voiture. L'urbanisme qu'on a hérité des décennies précédentes devient peut-être une contrainte, et on aura peut-être l'occasion d'en parler ce soir. Alors, par ailleurs, l'évolution qu'on observe, cette plus grande facilité qu'on a à prendre notre voiture pour parcourir des distances plus longues, ça n'aurait pas été possible non plus sans une baisse du coût du déplacement. Alors, pour parcourir 100 km, il faut aujourd'hui, en 2022, 2,5 fois moins, ça coûte 2,5 fois moins qu'en 1970. Si on prend comme mesure, si on rapporte le coût des 100 km au salaire minimum. Donc on a été incité à prendre nos voitures collectivement. Le 1er août 2021, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé. Vous le trouverez vous-même sur le site de Stadbel si vous le cherchez. La Belgique comptait exactement 5 927 912 voitures particulières. Alors, je ne parle même pas des voitures de société ni des camions, mais ça fait beaucoup de voitures. Et pourtant, ce n'est pas une facilité. Alors, je vous raconte un petit peu ma vie. Je suis rentré des Pays-Bas ce matin parce que j'y étais pour le travail hier. Je précise que j'y suis allé en train.
aux Pays-Bas, la part modale du vélo, bah, évidemment, c'est un cliché, mais elle est particulièrement élevée. Mais ce qui est frappant, c'est que si on regarde la propension des Néerlandais de plus de 75 ans à se déplacer à vélo, elle est 10 fois supérieure à celle des Français de tous les âges. Donc, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, évidemment, le changement peut rencontrer des résistances. Je pense qu'on parlera du plan Good Move. Je pense ne pas gâcher la soirée en parlant. Alors, il y a des initiatives individuelles qui sont possibles. L'autopartage, le covoiturage, les mobilités douces. Et il y a évidemment les politiques publiques. Une politique de transport, l'offre de transport public, la réglementation de la circulation. Et ce soir, nous avons deux invités pour nous parler de ces deux aspects du changement. L'aspect politique public, donc nous avons Elke van den Brandt, ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière au sein du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Donc je peux dire que vous êtes encore une des chevilles ouvrières du plan Good Move. Et nous avons, du côté des initiatives privées, nous avons Pierre de Chatzen, directeur marketing de l'entreprise Poppy, qui propose des véhicules en partage, en flotte libre. J'ai une hésitation sur le terme de flotte libre. Voilà. Alors, en contrepoint d'Elke van den Brandt et de Pierre de Chatzen, nous avons, comme toujours, une chercheuse du Centre Émile Bernheim, et il s'agit ce soir de Sandra Rothenberger, qui est professeur de marketing à la Solvay Brussels School of Economics and Management et qui est évidemment membre du CEBRIG et qui pourra nous dire tiens, ce que la recherche en marketing nous a appris sur la façon dont on peut rendre plus ou moins acceptable les mobilités douces, le changement, la gestion du changement. Voilà. Eh bien, je vais tout de suite passer la parole puisqu'on parle de changement, d'abord à Madame la Ministre, pour voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on a pu faire, et ensuite ce sera Pierre de Chatzen qui embrayera. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être là, et je me tais. Merci pour l'invitation, c'est une honneur d'être ici. Je vais essayer de ne pas parler trop long, mais un politicien qui dit ça, il ne faut jamais le croire. Alors coupez-moi quand je parle trop long, parce que je suis surtout intéressée dans les questions et je pense que le débat interactif sera le plus intéressant. Vous avez donné des chiffres du passé, alors permettez-moi d'aller dans le futur et de nous mettre en 2030 et regarder à cette époque-là. Et de regarder avec les yeux de la ville de 2030 à la ville d'aujourd'hui. Et si on parle de mobilité, je pense qu'on va dire qu'elle est en fait ni efficace ni conviviale. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on se déplace à Bruxelles efficacement ou qu'il n'y a pas des enjeux au niveau des embouteillages, pollution d'air, sécurité routière. Alors, comment que c'est organisé, ce n'est pas le mieux qu'on peut faire. Et c'est un peu comme si je vais si je veux acheter un petit paquet de chewing-gum et je vais dans le grand Carrefour avec un caddie, c'est un peu exagéré. Alors, c'est peut-être mieux d'aller dans son coin, d'acheter à pied. Et c'est un peu le même truc avec la mobilité. Chaque déplacement a son efficacité et son nécessité spécifique. Si tu as beaucoup à porter, si vous avez des talons, s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, si vous allez loin, si vous êtes fatigué, tout ça importe le choix de mobilité qu'on prend. Et en Belgique et à Bruxelles, nous sommes souvent très monomodal. On pense que je ne peux que me déplacer en voiture ou que me déplacer à vélo ou qu'en slip, alors que là, on a beaucoup à gagner dans l'efficacité. Et aussi dans l'organisation de nos villes. On a cette idée que pour avoir une ville qui est rentable, qu'on a quelques sacrifices à faire. Ça veut dire qu'il y a des embouteillages parce qu'on a besoin des voitures pour une ville rentable, que la ville est polluée, voilà, c'est un prix à payer. Mais ce n'est pas un prix qu'on doit accepter, ce n'est pas un prix qu'on doit payer. Si on prend, vous venez du Pays-Bas, mais si on parle d'Amsterdam, on dit toujours, si je parle d'Amsterdam, oui, mais c'est les Pays-Bas, c'est dans leur DNA. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas nés comme cyclistes. Ils deviennent cyclistes en roulant dans leur ville et ce sont des habitudes qui sont logiques, on les reprend dès le début. Et si on prend les images, parce qu'on était dans le futur, mais si maintenant on est dans le futur des années 70 d'Amsterdam, si tu prends c'était un peu Bruxelles dans les années 90,
la ville était aussi organisée pour faire accueillir surtout le trafic automobile. Ils ont fait des choix, ils ont fait du changement et ça a changé la ville. Et ça n'a pas tué la ville. Je pense que ça, c'est important à dire. La ville d'Amsterdam ou les villes souvent dans les pays scandinaves ne sont pas des villes mortes. Au contraire, ce sont des villes très vivantes. Et ça fait du sens. Si on veut une ville avec du commerce local, il faut que ça soit attractif de se déplacer dans son quartier et avoir tous des grands shopping centers où faire ses courses, je ne sais pas, les week-ends, prendre une voiture pour aller à Maasmechelen Village et revenir, ça fait une perte pour notre ville. Alors faire en sorte que c'est attractif de faire ses courses ici à Bruxelles chez des commerçants locaux, c'est intéressant aussi pour Bruxelles. Les mêmes pour la santé. Vous parliez des gens de 70 ans plus qui sont à vélo. C'est parce qu'ils ont l'habitude, mais aussi, si on roule à vélo toute sa vie ou on marche beaucoup, on est beaucoup plus sain. Et au niveau de santé, on a beaucoup à gagner à se déplacer autrement. Pas qu'au niveau de pollution d'air, mais aussi au niveau de notre propre santé. J'aime pas le dire, je sais aussi que j'ai un peu trop de poids, mais on voit que la différence de la jeunesse, les jeunes filles de 16 ans belges ou hollandais, il y a une différence de poids moyenne et il y a une différence de sportivité. Alors, ce sont tous des choses qu'on peut gagner en changeant nos habitudes, en changeant où on se déplace. Le même pour l'attractivité pour les habitants, pour venir travailler. Si une ville est accueillante, moi, je préfère maintenant aller au centre-ville sur les piétonnés. Et j'avoue, quand j'arrivais à Bruxelles à 18 ans, je disais, mais bon, j'avais peur, j'aimais pas, c'était pas une endroit où on voulait aller. Alors, l'attractivité passe là aussi. Et pour moi, c'est un peu, la comparaison que je fais toujours, c'est avec une maison. Chez vous, à votre maison, si je vous demande votre chambre préférée, vous n'allez pas me dire, peut-être je vais le demander, votre chambre préférée à la maison, c'est le salle de bain, le cuisine, le chambre à coucher, quand même quelques-uns, allez. Le living, voilà, c'est souvent le living. Le couloir, le couloir, ce n'est pas l'endroit le plus intéressant. Et on n'a pas organisé nos maisons, nos appartements pour aller le plus vite du porte-arrière à porte-avant par le couloir le plus efficace. Non, ce n'est pas comment on organise nos maisons. On organise nos maisons sur des fonctions. Le salon pour rencontrer des gens, manger quelque chose dans la cuisine, se reposer dans la chambre à coucher. Mais en fait, nos villes, on les a construites comme des couloirs, pour des grands couloirs, pour faire passer le plus vite, le plus possible des véhicules. Et ça crée de frustration parce qu'on est tous embouteillés, on perd du temps, on perd notre bonne humeur, mais aussi on perd de l'espace. On perd l'espace en ville et on élargit, mais l'espace pour les autres choses sera un peu perdu. En élargissant chaque fois l'espace qu'on a mis pour des bandes de circulation, il reste moins de place pour d'autres choses. Et à Bruxelles, on a un équilibre 70-30%, parce qu'on aimait les chiffres. 70% de l'espace public à Bruxelles, c'est dédié aux voitures, en bande de circulation ou en bande de stationnement. Il y aura toujours des voitures à Bruxelles, hein. Vous ne m'allez pas me dire autre chose, mais 70%, c'est beaucoup. Et si on veut aussi des petits parcs, des lieux de rencontre, si on veut plus d'arbres, si on veut plus des bancs de bus, des pistes cyclables, on va devoir changer notre mobilité. Et on va devoir parler de mobilité et que je sais qu'on est contesté, que c'est conflictuel parfois, et Goodmove fait un peu du bruit, mais c'est un peu l'idée de changer notre ville. Et ce qu'on a gagné à Bruxelles, Bruxelles a un énorme potentiel. C'est une ville avec tant de possibilités. Et créer cette ville comme notre salon, parce que c'est tous notre salon, c'est ce qu'on partage, c'est cette ville. Et le créer comme notre salon au lieu d'un couloir pour traverser, pour passer, ça va nous faire gagner tous. Et pour ça, on doit avoir ce débat un peu difficile de la mobilité, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et si on est dans le futur, on va regarder aujourd'hui et dire oui, c'est un peu difficile, mais finalement, ça a changé pour le mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pierre de Chatsen, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous votre expérience de personne qui a contribué à changer, modifier un petit peu la mobilité à Bruxelles ? Oui, absolument. Et je prends mes notes parce que j'ai aussi ramené des chiffres. Par contre, moi, je ne les ai pas imprimés, j'aime bien sauver les arbres. Non, donc, voilà, aujourd'hui, je suis là comme représentant de Poppy, qui est une entreprise principalement connue pour le partage de voitures.
C'est un job que j'ai depuis janvier cette année-ci, et ça a surpris beaucoup de gens dans mon entourage quand j'ai accepté ce job. Pour ceux qui me connaissent, j'ai lancé il y a 7 ans une entreprise qui s'appelle Billy Bike qui faisait des vélos partagés. Je suis dans le conseil d'administration de Cyclo, qui est une SBL qui répare chaque année environ 15 000 vélos des Bruxellois, voilà, pour un prix réduit. Je suis cycliste au quotidien, donc quand ils m'ont vu débarquer chez D'Ieteren en plus, qui est l'unique actionnaire de Poppy, voilà, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir qu'est-ce que tu fous là. Et en fait, j'ai repris l'email qu'ils m'ont envoyé pour me convaincre quand ils sont venus me chercher de pourquoi ils font ce qu'ils font. Et après, j'arrêterai de parler un peu d'D'Ieteren, mais c'est quand même intéressant de voir les arguments ou la question qui sont posées, l'hypothèse sur laquelle ils sont basés. Donc tout est parti, selon eux, du constat suivant. 1. Une voiture privée est garée 94% du temps. 2. 30% de la surface en ville est utilisée pour le stationnement. Donc on parlait de 70% pour la voiture, mais et 30% pour le stationnement. Donc en sachant que les voitures sont garées 94% du temps, mais on se rend compte qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Une voiture privée coûte en moyenne 520 € par mois. Et ça, c'était d'actualité en 2017 quand la société a été créée. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, on doit être au-dessus des 600 €. Et 4e point, la production et l'importation d'une voiture représente jusqu'à 30% des émissions de cette voiture. Et donc sur base de ces 4 points, ils sont posés exactement la question qu'on se pose aujourd'hui, de quelle est la place de la voiture dans un contexte urbain. Et en tant qu'importateur de voitures depuis 75 ans, quel est notre rôle à jouer? Est-ce qu'il y a encore un futur à vendre des voitures aux Bruxellois, aux Anversois, etc. La solution, l'hypothèse de solution, c'est la voiture partagée. Aujourd'hui, on a 2200 voitures, dont 1100, la moitié de notre flotte à Bruxelles. J'en parlerai un petit peu plus sur le marché, mais je pense que là où la voiture partagée a un impact extrêmement important, c'est sur l'effet de remplacement qu'elle a. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, et on se rend compte qu'une voiture partagée remplace entre 10 et 15 voitures privées. Et quand on sait que, par exemple, le gouvernement bruxellois a mis l'ambition de vouloir retirer 30 000 places de parking en surface à Bruxelles, c'est une des grosses solutions qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Oui, ce qu'on voit ces derniers temps, et on va dire l'autopartage existe depuis 20 ans, je pense. Cambio était un peu les tout premiers à lancer l'autopartage. Et ça a grandi petit à petit, mais ce qu'on voit depuis la fin du Covid, et surtout depuis 1 an, c'est qu'il y a une accélération énorme de la demande. Juste dans l'autopartage en free floating, donc c'est-à-dire sans station fixe, depuis septembre 2022 jusqu'à septembre 2023, donc en 1 an, le marché a quintuplé. Donc on se rend compte qu'il y a en une fois une énorme demande qui arrive vers la voiture partagée en free float dans les villes. Alors j'ai listé de nouveau les quelques facteurs qui contribuent selon nos études de marché. Le grand facteur principal, c'est le télétravail. Là où avant, on allait 5 fois par semaine au travail, ce qui justifiait d'avoir une voiture à temps plein. Aujourd'hui, quand on y va 2-3 fois par semaine, pourquoi encore avoir quelque part 50 000 balles qui dorment dans le garage, être utilisées que quelques fois par semaine? Il y a la crise économique qui vient que renforcer cet argument de l'utilisation de ces capitaux, de la place que ça prend, etc., tous les coûts que ça engendre. Maintenant, il y a l'électrification. On se rend compte que les entreprises, entre autres, mais aussi les particuliers, sont de plus en plus poussés à aller vers une voiture électrique. Et en fait, ce que ça crée, c'est que ça force les gens à se reposer des questions. Je dois mettre une station de recharge dans mon garage, je dois faire des travaux. J'ai pas de garage, donc comment est-ce que je fais pour recharger ma voiture? Et là où les gens, depuis toujours, ont la même tendance de venir racheter juste une nouvelle voiture, c'est toujours la même, je vais à la pompe, je mets de l'essence dedans, une fois c'est de l'essence, une fois c'est du diesel, mais ça change pas grand-chose. En une fois, ils se retrouvent à devoir se poser la question de savoir comment je vais recharger ce truc. Je peux plus faire 800 km avec, je peux faire que 250 km avec. Est-ce que ce serait pas plus intéressant en fait, de voir si l'autopartage est peut-être pas une solution plus pertinente pour ma situation? Et alors, il y a évidemment toutes les mesures des autorités. On parlait l'envie de retirer les places de parking, de mettre des pistes cyclables. À Anvers, c'est assez surprenant d'une ville NVA, mais ils ont des projets très très ambitieux de ne plus accueillir les voitures
des non-anversois sur les places de parking en surface, et donc de nouveau de libérer la ville de toutes ces voitures tous les jours qui viennent en fait des randgemeentes, comme on dit, qui viennent se garer et prendre tout cet espace. Et donc on voit de plus en plus de villes, il n'y a pas qu'en Belgique, hein, partout dans le monde, qui veulent absolument se débarrasser de la voiture en surface. Et alors pour revenir un peu sur Cambio, il y a 20 ans, l'autopartage était un choix environnemental. C'était vraiment des gens qui étaient convaincus par l'impact de leurs décisions. Et aujourd'hui, c'est principalement un choix économique et pratique. Et je vais revenir sur ces deux points qui sont quand même importants. On va parler d'abord du budget. De nouveau, il y a plusieurs études qui ont étudié la question et on se rend compte qu'en dessous de 13 000 km en moyenne, c'est plus intéressant d'avoir une voiture partagée. Et je parle de nouveau d'un contexte urbain, on ne parle pas de la campagne. C'est plus intéressant économiquement d'avoir une voiture partagée qu'une voiture personnelle. Et donc on revient à ce coût d'environ 600 € par mois d'avoir une voiture en moyenne. Avec 600 € par mois, on peut faire un nombre énorme de déplacements en voiture partagée. Deuxièmement, l'aspect pratique. Là où avant, avec Cambio et les stations tout le système de stations, c'était extrêmement contraignant d'utiliser le système. Il faut le réserver à l'avance. Évidemment, tout le monde veut le réserver au même moment. Il faut ramener sa voiture un jour J et une heure H, ce qui est extrêmement complexe. Il y a les stations fixes, on ne peut pas la ramener où on veut. Aujourd'hui, avec le free floating, on se retrouve dans une situation où si aujourd'hui, maintenant, je veux une voiture pendant 1 minute ou 14 jours, je sors et dans les 200 mètres, je vais trouver une voiture. Et je ne dois rien prévoir, je peux même m'inscrire maintenant, je pourrais avoir accès à ma voiture. La densité a énormément augmenté ces derniers mois, surtout dans les villes comme Bruxelles et Anvers. Donc aujourd'hui, on a une densité, nous, de plus de 10 voitures par kilomètre carré. Ça veut dire qu'en théorie, si mes maths sont bonnes, on ne devrait pas marcher plus de 200 mètres pour trouver une voiture. Et même dans les situations où il n'y a pas de Poppy, il y aura toujours une Miles ou une Green Mobility qui sera là, donc il y a toujours un plan B. On a même tendance, en tout cas, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que je vais trouver d'abord la voiture partagée, d'abord des voitures partagées avant de trouver des voitures qui ne sont pas partagées en rue. Et beaucoup de gens répètent cela aussi, qu'on voit de plus en plus de voitures partagées. C'est vraiment plus un challenge d'en trouver. Donc on se rend compte qu'en termes de disponibilité, de fiabilité, l'offre est là. Et c'est nouveau. Ça date vraiment de cette année-ci. C'est ça qui a fait que le marché a quintuplé. Et dernière petite stat que j'ai appris ce matin d'un collègue de la société Umbrella. Umbrella, c'est une société qui aide les entreprises à offrir le budget mobilité à leurs employés. Et le CEO d'Umbrella me racontait ce matin que leurs clients, donc les entreprises dans les villes, aujourd'hui, 75% des nouveaux employés dans ces entreprises demandent le budget mobilité plutôt qu'une voiture d'entreprise. 75%. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une tendance, et surtout dans les nouvelles générations, parce qu'évidemment, les gens qui rentrent dans ces entreprises ont tendance à être un peu plus jeunes, il y a une tendance à vouloir se débarrasser du ownership de la voiture et d'aller vraiment plus vers l'accès de quand on en a besoin, de la multimodalité, on en parlait avant. C'est une tendance qui commence maintenant, parce que, comme je disais, il y a les arguments qui sont là enfin pour faire ce switch, mais qui ne va que s'accélérer. Et donc, pour répondre à la question de quelle est la place de la voiture en ville, pour moi, pour nous en tant qu'entreprise, c'est très très clair, la place de la voiture en ville, elle est partagée. La voiture partagée va devenir la norme, la voiture privée va devenir l'exception. Une exception qui est valable quand on est dans une situation de handicap, quand on en a besoin pour son emploi, et dans ce cas-là, souvent c'est l'employeur qui va être prêt à payer un peu plus pour. Et dernièrement, il y aura toujours les passionnés de voitures qui seront prêts à payer un petit premium, à se payer un garage, à payer des taxes un peu plus élevées parce qu'ils sont passionnés de voitures et voilà, c'est leur luxe et leur confort qui veulent se garder. Mais la voiture partagée va devenir la voiture de monsieur et madame tout le monde. Et ça ne va pas se passer dans 10 ans, on y arrive aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il y a moins de la moitié des ménages bruxellois qui possèdent une voiture. Comment dire ? Plus que la moitié. Donc, oui, moins que la moitié qui possèdent. Donc on est déjà dans une situation où c'est pas la norme d'avoir une voiture. Et donc aujourd'hui, toute la question, c'est comment est-ce qu'on peut rectifier l'équilibre de l'organisation de la surface qu'on a à disposition pour, comme Madame la Ministre disait,
rendre la ville aux Bruxellois, pouvoir mettre des terrasses de café, des parcs, des pistes cyclables, des trottoirs plus larges, savoir quoi faire avec nos ordures, ce qui est quand même aussi un gros problème sur nos trottoirs. Donc voilà, il y a 1000 choses qu'on va pouvoir faire, et moi je suis super excité d'entendre un peu vos feedbacks, parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débats entre nous deux, on est assez alignés sur la vision de la mobilité, mais c'est toujours intéressant de confronter cette vision très théorique, très top-down, comme on dit, au quotidien du bruxellois. Donc très curieux d'entendre vos inputs. Et avant de les entendre, on va quand même écouter un instant le contrepoint ou le complément de Sandra Rothenberger. Voilà, je ne vais pas faire longtemps parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui ont déjà des questions, des burning questions. Je voulais juste revenir à l'exemple que vous avez fait avec la maison, où je pense qu'aujourd'hui, et j'ai un peu recherché et j'ai aussi fait un petit sondage de mon côté, un des plus grands challenges, c'est vraiment de mettre une ville, comment dirais-je, accessible sans voiture. Et j'ai trouvé un très intéressant quote ou une citation. Une ville qui se construit autour de l'automobile, excusez-moi, est une ville où l'on construit pour les voitures, non pour les gens. Et là, je pense que c'est un des plus grands challenges de vraiment avoir la possibilité d'avoir une infrastructure existant sans voiture. Ça, c'est déjà quelque chose. Et ça va prendre du temps. Une deuxième chose, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude, le confort et aussi un peu l'éducation. Ça veut dire que nos enfants grandissent encore avec des voitures. Ça veut dire c'est à nous, notre génération, de aussi... plant the seed, de dire voilà, il y a d'autres possibilités, de montrer que c'est aussi faisable de se déplacer sans voiture. Et la troisième chose, j'ai fait ce petit sondage pour savoir qu'est-ce que sont les arguments, et j'ai eu un petit sample de 200 personnes qui ont dit voilà, qu'est-ce qui est pour et qu'est-ce qui est contre la voiture. Et pour, c'est la rapidité, le confort. C'était aussi la flexibilité. Et qu'est-ce qui est contre ? Ça veut dire que la voiture pollue. La voiture, émission CO2, congestion routière, stationnement, et aussi le coût. Le coût qu'on a aussi parlé, que pour finir, une voiture coûte cher. Et parfois, on ne se rend pas compte. Et c'est ça que je voulais juste dire et ajouter, parce que je pense que le public attend avec impatience de aussi contribuer à notre discussion. Alors j'imagine que dans le public, on a des détenteurs de permis de conduire, des cyclistes, des motards. Alors, est-ce que vous avez une opinion sur la place de la voiture ? Est-ce que vous voulez réagir à une des choses qui ont été dites jusqu'à présent ? Est-ce que vous trouvez facile ? Ah bah voilà. S'il n'y a personne qui se lance, allez. Bonjour aux trois panélistes. Merci beaucoup pour votre introduction. Donc, je comprends très bien cette vision de la voiture dans la ville. Et moi, personnellement, je suis pour. Mais il y a toujours ce problème qu'on a, c'est que la ville, c'est pas seulement Bruxelles, c'est aussi les régions autour de Bruxelles. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment entendu de solutions ou de choses qui vont permettre aux gens en dehors de Bruxelles d'arriver jusqu'au centre. Pour exemple, Poppy, c'est très bien d'avoir une voiture partagée où on peut la poser partout, mais poser partout à Bruxelles. Ou bien on peut, il y a l'aéroport de Charleroi et l'aéroport de Zaventem, bien sûr, mais bon. Il y a pas mal de problèmes aussi en disant oui, on va faire ça on va transférer vers les transports publics. Mais le problème, c'est qu'à Bruxelles, les connexions nord-sud et est-ouest sont bien desservies via des métros ou des trains. Mais nord-ouest, sud-ouest, nord-est, sud-ouest sont très mal desservis de la façon actuelle. Et quels sont les plans ou quelles sont les choses qu'on veut mettre en place pour survenir ce gap ? Merci. Alors, je ne sais pas qui parmi vous veut réagir. Je vois que Madame la ministre. Tout d'abord, c'est une question très pertinente. Bruxelles n'est pas une île. Et on a des frontières qui sont assez, comment dirais-je, assez étroites. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Et il
hasardeux, il y a toute une historique là-dessus, mais en fait, la ville ne s'arrête pas là et surtout, on est la capitale de la Belgique, la capitale d'Europe, on veut que les gens viennent travailler ici, qu'ils viennent manger ici, qu'ils viennent faire un petit concert ici. Alors, c'est vraiment, on veut avoir cette connexion et on veut que les gens viennent et vont comme ils veulent. Le chiffre est donné tout à l'heure. Plus que la moitié des ménages bruxellois n'ont plus de voiture. Alors, on voit qu'à Bruxelles, qu'il y a vraiment un shift qui s'est fait pendant les dernières années et qui va encore continuer, notamment, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'alternatives. On peut vivre en ville sans voiture. On peut vivre en ville en transport commun. On peut dire beaucoup sur la STIP. Je vais répondre à la question sur les nouvelles connexions, mais on souhaite un peu gâté à Bruxelles. Parfois, si je vais dans les autres villes, même en Belgique, je dis, bon, j'aime bien Bruxelles, un tram, ça roule chaque 5 à 10 minutes. C'est autre chose à Anvers ou à Liège. Bon, on ne peut pas parler de tram en Wallonie pour l'instant, j'ai compris. Mais c'est quand même... il y a des alternatives. Et surtout en périphérie, les alternatives sont difficiles. Par exemple, de l'Aisne ou de Tech, il y a une offre, mais si tu as un bus 2 fois par heure, tu n'y comptes pas. Tu veux cette flexibilité. Tu veux, moi, je sors maintenant, c'était la rabité, la flexibilité. Tu veux, je sors maintenant et j'ai mon bus. Et cette offre n'existe pas. Le même pour le train. Je sais qu'il y a maintenant un plan train au niveau fédéral pour investir d'ici 2040 parce que ça fait des décennies qu'on a économisé sur les NCB. Alors, on le sent. Et augmenter les fréquences va vraiment donner des vraies alternatives. Alors maintenant, des fréquences augmentées qui vont arriver pour faire en sorte que vous pouvez encore retourner à Braine-l'Alleud à 1h la nuit après votre cinéma, qu'il faut pas juste vous dépêcher à 10 heures pour y arriver. Alors, je sais qu'il y a voilà, ça va s'améliorer dans le futur, mais c'est là vraiment qu'on veut investir et qu'on doit investir. On a aussi à Bruxelles, il y a quelques park and ride. C'est pas très connu. C'est pour ça que j'ai toujours un peu ma pub. Ils sont pas trop utilisés. Par exemple, le park and ride à Seria, maintenant, il est moitié rempli, mais au début de mon législature, il y avait 12% d'utilisation. C'était vraiment bizarre, c'était tout vide. Alors on a dit on va le rendre gratuit, comme ça au moins cet obstacle est parti, et dès que c'est gratuit, on a constaté qu'il y a une augmentation, que les gens commencent à l'utiliser, et pour au moins dire, voilà, venez jusqu'à Bruxelles, mais laissez votre voiture, si vous pouvez, continuer en transport en commun ou à vélo, parce qu'il y a des voitures partagées, mais aussi des vélos partagés, c'est un peu l'esprit. Alors oui, il faut continuer à investir, aussi à Bruxelles, vous avez dit, le nord-ouest, moi j'habite à Ganshoren, j'habite pas trop loin de métro, c'est confortable, mais dès que je vais un peu plus loin, ça devient plus difficile. Alors, ça impacte dans ma choix de où je vais habiter. C'est un choix. Voilà, où est-ce que je trouve un métro, où sont les trams. Ça fait le choix de localisation. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à investir dans le transport en commun. On a par exemple mis le tram vers Nedrow-Vreembeek, qui c'est quand même un peu... Voilà, isolé, je ne vais pas dire, mais c'est difficile de venir du centre de Nedrow-Vreembeek vers le centre de ville. Alors, il y a un nouveau tram qui est mis en œuvre, qui va vraiment connecter, qui va être beaucoup plus vite. Il y a des autres projets de tram qui sont dans les cartons, aussi sur la moyenne ceinture de Bruxelles, parce que là, on touche vraiment plutôt les quartiers qui sont un peu moins servis. Il y a une augmentation prévue dans le plan tram, le plan bus, pour avoir plus de connexions de bus et plus de fréquences. Alors, c'est un investissement continu qui pèse beaucoup sur le budget bruxellois. Je pense qu'on doit le dire. Boucler le budget bruxellois est difficile. On n'est pas riche au niveau du gouvernement. On est riche au niveau de la ville. On crée beaucoup de richesses. Il y a beaucoup d'économies qui se lancent ici et puis souvent se déplacent en Flandre ou en Wallonie. Mais on crée beaucoup de richesses, on crée beaucoup d'activités. Mais on n'arrive pas à récolter ça dans nos budgets. Alors, ça veut dire que les investissements en transport en commun pèsent beaucoup, mais je pense qu'il faut continuer à le faire parce que ça rapporte. Chaque euro investi est revenu une ou deux fois. Et c'est pour ça qu'on a 3 axes. C'est d'abord des nouvelles lignes, tram, bus et métro. Augmenter les fréquences sur tous les modes, faire en sorte aussi le soir qu'il y a plus de fréquences, le week-end. Et troisièmement, acheter de nouvelles matériels roulants agréables, confortables, parce que là aussi, le confort de votre propre voiture, ça, c'est la compétition qu'on doit faire. Mais on veut que nos bus, nos trams sont aussi, rapides, confortables et flexibles qu'une voiture. Et parfois,
c'est le cas. Parfois, c'est plus vite, etc. Et ça, ce sont des investissements sur lesquels on s'y met aujourd'hui et qu'on doit continuer à faire. Mais je parle de nouveau trop longtemps. Et si vous ne me coupez pas, je continue. Mais non, mais c'est passionnant, voyons. Alors, je passe peut-être la parole à Pierre de Chatzen, qui a peut-être des idées sur la façon dont, notamment Poppy, peut s'insérer avec le Park and Ride, par exemple, ou une réaction autre. Dans les Park and Ride, oui. C'est marrant parce que j'ai reçu exactement la même question d'un journaliste de l'ADH ce matin. Je ne sais pas si c'était toi. Non. Donc il y a un article qui va sortir avec ma réponse, donc je t'invite à lire l'ADH. Un scoop. Scoop, allez. Non, en fait, il y a deux arguments. Il y a deux aspects à étudier. Il y a l'aspect pratique, il y a l'aspect économique, en tant qu'opérateur de mobilité. L'aspect pratique, en fait, on a la chance que le prédécesseur de Madame la ministre a mis en place une réglementation qui fait qu'on doit demander l'autorisation à une fois à la région et pas à 19 fois ou 19 communes. Il faut savoir que lancer un dossier, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années pour avoir une autorisation. Donc imaginez si on aurait dû le faire 19 fois à Bruxelles, ça aurait été, on ne l'aurait pas fait. Mais donc ça veut dire que si on veut commencer à le faire dans toutes les communes qui avoisinantes à Bruxelles, mais ça veut dire je ne sais pas combien il y en a, mais ça fait beaucoup de dossiers à monter, ça peut prendre des années. Et chaque fois, le problème, c'est que c'est des réglementations différentes, c'est des tarifs différents, il faut informer le consommateur sur chaque fois s'adapter. Ça crée énormément de tension, énormément de complexité au niveau de l'opération, mais aussi de l'utilisation de l'application. Même si on voit qu'il y a des communes comme Uccle qui décident de faire bande à part et de faire leurs propres règles. Ça, c'est l'aspect pratique. L'aspect, et après j'arriverai avec des solutions. L'aspect économique, c'est que le secret de notre métier, c'est le taux d'occupation d'un véhicule. D'ailleurs, un véhicule qui ne roule que 4% du temps comme un véhicule privé ne devrait pas être partagé, ça n'a aucun sens. Donc quand on met un véhicule quelque part, il faut qu'il y ait une densité de population suffisante pour que ce véhicule soit occupé, ou soit pris plusieurs fois par jour, soit occupé plusieurs heures par jour. Et c'est difficile d'atteindre ces objectifs dans des zones qui sont moins densément peuplées, et la périphérie fait partie de ces zones-là. Alors, il y a une solution sur laquelle on travaille, mais comme je disais, pratiquement ça prend du temps. C'est de travailler avec des stations fixes. Une station fixe, c'est vachement plus facile. Enfin, une voiture partagée en station fixe, c'est vachement plus facile à rentabiliser. Parce que dans un système de free float, comme on ne sait jamais prévoir où se trouvent les véhicules, il faut avoir une densité suffisante de la zone pour maximiser les chances qu'il y ait un véhicule près de l'utilisateur. Là où une station fixe est plus facile à organiser, mais vient avec des contraintes. Et après, petit fast-forward, et ça c'est vraiment un scoop, il y a des technologies comme ce qu'on appelle remote driving qui permettent de téléguider des voitures à distance qui arrivent d'ici 1 an ou 2, qui nous permettra, en fait, tu pourras appeler comme un taxi, tu peux être à Jette, dans le fin fond de Jette, ou tu peux être même en dehors, à Rode-Saint-Genèse, tu peux appeler une voiture partagée qui viendrait jusqu'à toi, et puis là tu la prends et tu conduis. Et ce n'est pas une technologie futuristique, c'est pas comme les autonomous driving qui va prendre encore à mon avis 5 à 10 ans avant d'arriver. C'est quelque chose. J'ai été dans une voiture télédriving à Anvers il y a 2 semaines, donc ça arrive. Et ça va nous permettre, nous, cette technologie, d'aller desservir des zones qui sont moins denses parce qu'on peut amener l'offre à la demande, là où aujourd'hui c'est l'utilisateur qui amène l'offre à la demande, et donc c'est difficile de garantir ce match. K2000 Auto, coin de la rue. Voilà une question. Dan Fulda, C-Cube, Coaching Consulting for Change. J'ai 2 questions, une question conjoncturelle et une question beaucoup plus structurelle. La conjoncturelle, c'est en période d'intérim, passer à des véhicules électriques individuels veut dire que dans les habitats partagés, il faut pouvoir trouver des systèmes de branchement, puisqu'il y a dans la rue absolument pas assez de branchements pour pouvoir utiliser un véhicule électrique. Et donc ça renvoie sur les moteurs thermiques. Ça, c'est au niveau conjoncturel. Au niveau structurel, est-ce que, comme dans un certain nombre de villes de chez nos voisins, je pense notamment à la France, il est prévu que le gouvernement de Bruxelles offre la gratuité des transports publics auprès de la STIB ? Puisque visiblement, je pense à Dunkerque, dès qu'ils ont fait ça, ils ont eu une forte augmentation du taux de fréquentation des équipements publics. Merci. Alors, je vais commencer avec la gratuité. C'est un débat régulier et mon première réaction sera évidemment oui, parce qu'on veut plus de transport en public, on veut que les gens l'utilisent, qu'il n'y a pas de levier.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de gratuité à Bruxelles? Il y a quelques raisons. Une raison, c'est le prix et le parti que les clients apportent. Ça fait quand même 25% du budget de la STIP. Alors, pour l'instant, compenser ça par le gouvernement, ça demanderait un investissement. Ça pourrait être un choix. Mais dans ces éléments, on a regardé un peu qui sont les publics qui utilisent le transport en commun. Il y a aussi toute une partie des gens qui ont un abonnement payé par leur employeur, des gens qui ont un abonnement professionnel. Alors, on a dit, bon, il y a des groupes sur lesquels on doit se focaliser d'abord. Alors, c'est pour ça qu'on a dit on va commencer avec les jeunes et on n'a pas des abonnements gratuits, mais des abonnements à 12 €. Pourquoi 12 €? C'est parce que comme ça, il y a quand même une acte d'acheter, ça donne quand même une valeur à une titre de transport. Comme ça, on sait aussi motiver les gens à pointer, etc., ce qui est important aussi. Mais 12 €, c'est 1 € par mois. Alors, c'est presque gratuit et c'est dans la philosophie des gratuités. Et c'était un grand succès. On l'a introduit et il y a une augmentation de 30% d'achat des abonnements jeunes. C'est pour tout le monde jusqu'aux 25 ans, pas que les étudiantes. J'aime bien les étudiantes, mais les gens qui commencent à travailler à 20 ans, ils perdent souvent beaucoup des avantages que les étudiantes ont. Et avoir la possibilité d'étudier, c'est déjà aussi un privilège, je trouve, on vit, même si c'est dur pendant les examens, mais quand même, c'est un privilège. Alors, c'est là où on a dit on va faire jusqu'à 25 ans, et comme ça, ce qu'on apprend jeune, on va garder dans sa vie. Et aussi, on a maintenant aussi fait ça pour les personnes 65+, parce que c'est un public pour qui la marche et le vélo n'est pas si évidente à faire basculer. Aussi, il y a beaucoup de précarité chez les personnes âgées, alors on a pris comme deuxième groupe cible là. Est-ce qu'il faut un débat sur le reste? Je suis ouvert, mais je vais être très honnête avec la situation budgétaire où on est pour l'instant. Je ne pense pas que c'est réaliste de le promettre, même si j'aime bien l'idée de comment faire en sorte que le prix n'est pas un obstacle pour le transport en commun. Et un dernier argument dans ce débat que je trouve important, c'est qu'on a vu dans quelques villes, par exemple Hasselt l'a fait aussi, si ça peut séduire quelqu'un à laisser son voiture et prendre le transport en commun même une fois par semaine, c'est intéressant. Mais on a vu aussi qu'il y a une partie de la marche que les gens qui normalement marchaient pour 1 ou 2 arrêts commencent à prendre le transport en commun. Avoir un certain prix qui ne peut pas être un obstacle, mais quand même qui fait en sorte que marcher reste le plus intéressant, et aussi quelque chose à veiller, parce que là, si on bascule de la marche au transport public, je pense qu'on rate, et c'est là où ainsi un équilibre à trouver. Mais c'est un débat, je trouve, intéressant et important. L'autre question, oui, les voitures électriques. Alors, il y a deux mouvements. Il y a le modal shift, on veut convaincre au plus de gens de se déplacer sur plusieurs manières et pas avoir que l'automobile comme option, offrir une vraie liberté aux gens, un choix, le marche, le vélo, le transport en commun, que ça soit vraiment une vraie alternative, c'est une option. Mais aussi, il y aura, comme j'ai dit, il y aura toujours des voitures. Il y a des gens qui n'ont pas de choix, qui ont besoin d'une voiture, ou peut-être qui veulent faire le choix d'une voiture. Et là, on veut un motor shift. On veut que les voitures deviennent de plus en plus propres d'ici 2035. On veut que toutes les voitures sont 100%... le mot en français. Geen verbrandingsmotoren meer. Vous m'aviez compris, voilà. Oui, voilà. Alors, c'est un deadline... Désolée, c'est deuxième fois. C'est un deadline qui est là. Je sais que c'est pas évident, mais on voit, parce que le Low Emission Zone existe déjà un certain temps à Bruxelles, et on a vu que la qualité d'air a augmenté. La qualité d'air, c'est invisible, mais c'est quelque chose qui nous touche. Si vous connaissez des gens asthmatiques, il y en a beaucoup plus dans les villes. Si vous connaissez des personnes âgées avec des problèmes respiratoires, on en a beaucoup plus en ville. On perd en moyenne 8 mois en habitant en ville à cause de la pollution d'air. Alors, même si on ne le voit pas, c'est très important et ça touche à nos santé, surtout les santé des personnes plus précarisées. Alors là, c'est vraiment question de continuer à faire ces efforts. Mais pour ça, maintenant, je réponds à votre question. J'ai voyagé un peu. Il faut pouvoir brancher. Il faut rassurer les gens. Parce que même, objectivement, on peut dire pour le nombre de véhicules électriques qui sont là, le nombre de bornes, il faut rassurer les gens
qui sont là. Et comme on ne voit pas encore partout les bornes de recharge, les gens ont un peu peur de faire ce basculement vers une voiture électrique. Alors, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut que, et dans l'espace public, et dans les espaces semi-publics, chez les carrefours, etc., qu'on investit dans cet élément-là. Il y a une stratégie de bornes de recharge et on est en train de déployer pour faire en sorte qu'on rattrape un peu le temps du passé et faire en sorte que l'offre soit là. Au début de la stratégie, les gens pouvaient le demander. Si vous avez acheté une voiture, vous pouvez demander, si vous n'avez pas un propre garage et un endroit pour le faire, vous pouviez demander l'installation d'une borne dans l'espace public près de chez vous à 200 mètres. C'était au début pour lancer, mais on avait remarqué que les gens ne savaient pas. Alors, ça ne les rassurait pas. Alors, on pensait c'est le plus rassurant. Voilà, si vous achetez, vous pouvez demander une borne chez vous, mais il faut le savoir, il faut avoir la confiance dans le gouvernement qu'ils vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est pour ça qu'on a changé de stratégie. Maintenant, on a divisé Bruxelles dans des lots et on est en train maintenant de mettre ces lots sur le marché. Et il y a de plus en plus de bornes qui se retrouvent à Bruxelles et on doit continuer à faire cet investissement. On va y arriver, ça j'en suis sûre. Et pour l'instant, il y en a, je connais pas je cherche les chiffres exacts, on est à 4000 points de recherche en ville actuellement. Et on vient de 217. Alors, on a vraiment fait un vrai boost cette législature, mais on doit continuer, ça doit venir exponentiellement. Et pas que sur l'espace public, c'est la dernière chose que je vais dire. Parce que, de nouveau, on veut inciter les gens à s'égarer le plus possible hors voirie. Il y a beaucoup d'espaces de stationnement hors voirie qui est moins attractif parce que c'est plus cher et c'est caché, etc. Alors, souvent, les gens préfèrent s'égarer en voirie. Mais, de nouveau, ça prend d'espace, 35%, c'est un chiffre que je ne connaissais pas, 30%. 30%. Alors, c'est beaucoup d'espace. Alors, on veut inciter à utiliser l'espace hors voirie, alors faire en sorte que les bornes de recharge sont là, facilement accessibles, que ces endroits sont bien éclairés, bien notés et que les prix sont concurrentiels avec les prix en voirie. Ce sont tous des choses aussi qui vont aider. C'est la raison pour laquelle les bornes de recharge ne sont pas que en espace public, mais aussi chez les carrefours et dans les parkings publics. J'imagine que ça affecterait la politique de Poppy s'il y avait davantage de bornes de rechargement, un parking plus simple. Enfin, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Je suis content que vous posiez la question parce que ce matin, mon CEO m'a appelé et m'a dit « Oublie pas de parler à la ministre des bornes de recharge ». Donc voilà, j'en profite pour faire mon lobbying devant tout le monde de façon très transparente. Et c'est filmé. C'est une très bonne ministre. Mais c'est vrai que c'est monsieur le ministre Marron qui est compétent, mais je vais passer le message voilà. Quand même. Non, aujourd'hui, pour être très transparent avec vous, on a une partie de notre flotte qui est électrifiée. D'ici 2028, on doit passer à une flotte qui est 100% électrique. La réalité est qu'aujourd'hui, notre petite partie, on a quelques dizaines, quelques centaines de voitures électriques, est utilisée la moitié moins que nos voitures thermiques. C'est un gros problème, évidemment, parce qu'il y a une réalité économique avec laquelle on doit faire face. Comment on passe d'aujourd'hui cette situation-là à la situation où 100% de notre flotte sera électrique d'ici 4 ans. D'un autre côté, les voitures électriques qu'on a posent beaucoup de problèmes parce que les citoyens se plaignent du fait qu'ils voient des Poppy prendre leur place leur station et leur place de recharge que eux avaient besoin pour recharger leur voiture. Et donc, dans un contexte de pénurie de bornes de recharge, ça pose problème. Et la solution dans laquelle nous on croit beaucoup, c'est d'offrir, et pas que pour Poppy, mais pour tous les opérateurs de voitures partagées, des stations, enfin des places de parking réservées, donc pas que pour Cambio, mais pour tous les opérateurs, sur lesquels il y a des bornes de recharge, ce qui permet de promouvoir encore plus l'autopartage, faciliter l'utilisation de l'autopartage. Et je ressors une stat, j'en suis pas à 100% sûr, mais je pense qu'elle est assez correcte, c'est qu'à Bruxelles, 30% du trafic, je pense que c'était Bruxelles-Ville, 30% du trafic, c'est des gens qui cherchent à se garer. C'est juste ça. Voilà. Aujourd'hui, nous, on ne cherche pas à rajouter du trafic. Si on peut permettre à un utilisateur de se garer très facilement, ça diminue du trafic. Donc, si nous, on pouvait avoir une situation dans laquelle il y avait des centaines, des milliers de stations dédiées à l'autopartage avec des bornes de recharge, ça faciliterait énormément la transition pour nous
en tant qu'opérateur, mais surtout pour l'utilisateur, de savoir il y a des stations qui m'attendent et je sais très facilement recharger. Je ne vais pas me retrouver perdu, sans borne de recharge dans Bruxelles. Je vois que Sandra veut réagir. Oui, je voulais juste réagir parce que en mettant de nouveau l'accent sur l'acceptation du consommateur, de dire voilà, les voitures, ils n'ont pas vraiment le droit d'être en ville. Ma question, c'est toujours forcer, avec par exemple enlever des places de stationnement et de réduire aussi les voies où on peut fréquenter avec les voitures, ou de convaincre. Convaincre avec des statistiques, par exemple. Moi, je me souviens, après le confinement, et malheureusement, j'ai plus trouvé cette analyse, la qualité de l'air a fortement augmenté. Et même mes enfants, à l'époque, ils ont dit « Maman, j'ai l'impression que je peux respirer. » Et nous, on habite en ville. Ou par exemple, ces jours sans voiture, où, par exemple, mes enfants se réjouissent déjà de passer avec les vélos via les tunnels. Alors, ma question d'un côté plutôt consumer behavior ou acceptation, c'est est-ce qu'il faut, pour promouvoir cette green city, plutôt convaincre, de dire voilà, on vous prend avec, on vous explique qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, ou de forcer. Et parfois, moi, j'ai un peu l'impression que la politique essaye de aussi un peu forcer les gens d'accepter une situation pour un peu accélérer aussi. C'est une bonne question que je me pose aussi, parce que parfois tu dis, bon, j'ai 5 ans, je veux faire le plus possible, j'ai dit avant ce que je voulais faire, on m'a voté, et voilà, c'est une petite partie de moi qui le dit, mais c'est une partie petite. La plupart partie dit, bon, si on veut aller vite, il faut qu'on ait beaucoup. Et le plus de gens qui sont convaincus, le plus vite que les choses vont faire. Alors, je suis intrinsèquement même, je sais que j'ai une autre réputation, mais je suis convaincue que si on peut faire adhérer les gens avant un projet, avec un projet qui a un ownership, que les gens pensent que c'est mon projet, c'est pas un projet du politique, mais c'est le projet de mon quartier, que ça va beaucoup plus faciliter les choses. Alors ça, c'est un enjeu. Il y a des choses, il y a des exemples qui sont des bons exemples, des exemples qui sont plus difficiles. Un truc que j'ai quand même appris cette législature, ce qui a très bien fonctionné, ce sont des projets Bruxelles en vacances. C'est aussi commencé en Covid. En Covid, on s'est réalisé, bon, on ne peut pas voyager, on ne peut pas avoir des grands événements, il n'y va pas de Bruxelles de bain, ni couleur café, etc. Les gens habitent dans des appartements, pas de jardin, ni de terrasse pour 60%. On aime les statistiques pour 60%. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en ville pour faire en sorte que les gens peuvent passer leur été un peu agréablement? Alors, j'ai fait un appel à projet où des riverains, des citoyens pouvaient proposer un petit projet dans leur quartier. Et on avait donné 2 semaines pour réagir. On pensait, bon, on espère qu'il y aura quelques exemples. On a dû doubler le budget tout de suite. On avait plein de réactions, on avait plein d'idées. Et c'est tous des petits projets en ville. Alors, on a maintenu ce projet. Et chaque été, on fait 50 de ces événements. Mais ça part des gens. On s'est dit, moi, je veux faire ça dans mon quartier. Comme ça, les riverains défensifs vis-à-vis leurs voisins, et ça fait vraiment une réflexion de on peut utiliser notre espace public différemment, parce que ça, c'est la difficulté. C'est parfois convaincre les gens avant un projet, c'est difficile parce qu'il faut, voilà, tu connais la réalité, tu as acheté une maison, un appartement, ou tu habites quelque part et tu connais la réalité telle qu'elle, et faire s'imaginer que ce pouvait être le futur, c'est difficile. De piétonner dans l'époque, quand j'ai aussi fait pique-nique district dans l'époque, je ne pouvais pas m'imaginer un tel piétonnier. Je ne pouvais pas, mon cerveau ne pouvait pas se mettre là. Et c'est pour ça que c'est important que, d'un côté, il faut parfois forcer parce que l'après est mieux, mais il faut l'éviter en plus. Et des petits projets comme Bruxelles en vacances font en sorte que les gens peuvent avoir cette réflexion, peuvent avoir cette idée de, ah oui, cette salon-ville, le ville... deviennent réels. Et une chose qu'on a pris de ce projet, on a fait une évaluation, interviewé beaucoup de monde. Si on demandait les gens, mais pourquoi vous l'aimez? Ils ne disaient pas parce que j'ai une autre idée sur la mobilité dans mon quartier, etc. Non, ça c'était accessoire, mais j'ai rencontré mes voisins. J'ai trouvé un babysit, j'ai trouvé quelqu'un pour faire mes courses. Et surtout des femmes et des personnes âgées qui disaient j'ose plus facilement sortir et je sors plus. Et ça sont des choses très importantes. On doit organiser un espace public où les gens se sentent le bienvenu
en sécurité et que c'est leur espace public. Et pour convaincre les gens d'y aller là, ça prend parfois du temps. Et j'avoue, la patience en politique, c'est pas toujours évidente. Mais c'est aussi question parfois de... Si on attend toujours une adhésion de 80% des gens, on va aussi prendre beaucoup de temps. Alors, c'est trouver le bon équilibre, d'avancer, mais aussi de montrer aux gens, regarde ici, par exemple, on est tout près à Excel, le Place Fernand Koch. Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir que c'était... C'est pas si longtemps, mais c'était un autre monde. Et là aussi, il y avait beaucoup de réactions, c'était pas évident. Mais finalement, on voit là ce qu'on peut faire et c'est un peu avoir cet effet-là. Regardez là, on peut faire ça dans les autres quartiers. Le centre-ville, le piétonnier, on peut faire ça aussi à Gansour. On n'est pas obligé d'avoir une voiture dans chaque rue, partout. On peut avoir cette réflexion. Mais c'est le grand débat et un débat est toujours sur la mobilité parce que penser qu'on peut changer en mobilité sans qu'il y ait une réaction, je n'y crois pas non plus, parce qu'on parle des rues des gens, du quotidien, de son quartier, de sa rue où on passe chaque jour. Alors, chaque adaptation fait une réaction. Et souvent, pendant la phase préparatoire, tu organises des soirées, etc. Tu touches à quelques-uns, mais c'est au moment du changement que les gens se réalisent « Oh, il se passe quelque chose, c'est quoi ?» Je ne me sens pas concernée, alors c'est très difficile aussi de trouver des bons outils pour faire ça. Des questions, des commentaires? J'ai une remarque. Dans la discussion, très facilement, dès qu'on parle de mobilité, on parle du coût pour les pouvoirs publics, des transports en commun. On évoque moins le coût pour les transports publics ou pour la collectivité des transports privés. On a parlé du parking, enfin du stationnement, excusez-moi. On a parlé un petit peu des bornes, mais l'entretien de la voirie, c'est un coût pour la collectivité. Les accidents, c'est un coût pour la collectivité. Et si on veut pousser le raisonnement un cran plus loin, le temps qu'on perd dans un embouteillage, c'est aussi un coût pour la collectivité. Et les automobilistes s'imposent les uns aux autres ou les unes aux autres ce coût-là. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion sur ce que représente pour la collectivité le transport, mais privé pour le coup? Et ça, c'est peut-être un argument à utiliser pour convaincre nos concitoyennes et nos concitoyens. Je peux nommer quelques chiffres. Par exemple, le coût des embouteillages en Belgique au niveau économique, c'est entre 4 et 6 milliards d'euros par an qu'on perd. C'est gigantesque. Ce sont des livraisons, des employés perdus dans le temps, etc. Et je ne parle même pas du stress qu'on est en mangeant notre volant en roulant. Alors, c'est un coût réel. Le coût de santé, la qualité d'air, si on parle de ça, on parle de 1 400 € par an par Bruxellois, le coût d'aide de santé pour traiter toutes les maladies qui sont liées à la santé. Ce n'est pas anodin. On peut vraiment économiser à vraiment parler des causes de base. La gestion des voiries, parce que parfois on me dit « Ah oui, un projet pour le vélo et l'argent, etc. » Je dis « Bon, en fait, ce n'est pas si cher. Ce qui coûte cher, c'est la gestion des tunnels. Par exemple, le prochain tunnel qu'on doit rénover, c'est Ars-Belliard. Ars-Belliard, oui, c'est 20 millions d'euros que pour la rénovation. Il n'y aura aucune nouvelle possibilité de vous déplacer. Vous avez juste réaménagé ce qui existe. Les réasphaltages, etc. Alors, la gestion des voiries est un réel coût qui est beaucoup plus élevé que le coût pour l'infrastructure cyclable. Transport commun, ça pèse quand même, c'est 1/6 de notre budget régional. Je ne veux pas dire que ça ne coûte pas, mais par kilomètre parcouru, je ne peux pas dire les chiffres, j'espère que quelqu'un connaît ces chiffres, mais par kilomètre parcouru, c'est beaucoup moins cher, évidemment. Et surtout, il y a un report. Comme sociétalement, on gagne en investissant dedans. D'autres commentaires? Réactions? Non? Alors, monsieur. Donc bonsoir. Gauthier Fabricius, je suis étudiant à l'ULB et je suis bruxellois depuis mon plus jeune âge. Moi, là où je sens une certaine contradiction, si je peux me permettre, c'est dans toutes les solutions que vous proposez, ce qui est très intéressant. Et je voulais rebondir déjà, premièrement, sur le budget mobilité qui sont proposés par de nombreuses entreprises maintenant, et dont vous dites que 75% maintenant des nouveaux employés ont tendance à prendre ce budget mobilité. En ville. En ville, tout à fait. Des entreprises qui emploient des gens en ville. Tout à fait. Et je suis d'accord avec cette statistique. J'ai beaucoup d'amis qui optent pour ce budget mobilité. Et je ne pense pas qu'ils
optent spécialement pour ce budget mobilité pour vraiment utiliser ce budget à des fins de mobilité, mais plutôt pour l'avantage net qu'il présente, comme par exemple payer un loyer, ou encore utiliser cet argent à d'autres fins. Et donc j'ai l'impression que cette statistique est un peu biaisée parce qu'elle représente certes le budget mobilité, mais au final ne représente pas vraiment l'envie que des jeunes ont envie de se déplacer d'une autre manière. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont forcés d'une premièrement, et c'est là où je viens sur mon deuxième point, c'est que à Bruxelles, et je rejoins le point ici des transports en commun, il y a vraiment une question de est-ce qu'on se trouve vraiment dans une possibilité où on peut se déplacer avec beaucoup de flexibilité et avec confort dans une ville qui est aussi, on va dire, engorgée ou en tout cas encombrée, parce qu'on a énormément de personnes à Bruxelles. Et c'est là où je vois un peu la contradiction, c'est que oui, vous investissez certes 1/6 de votre budget dans les transports en commun, mais j'ai cette impression que moi, quand je prends le bus, il est plein, et ça depuis des années, et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir... Et je viens de Forêt qui est assez, qu'on dit, mal desservie. Pourtant, on a le 82, le 97 ou encore un autre bus 54 et le 52 qui est apparu. Mais ces bus sont vraiment pleins à craquer. Alors oui, il y a peut-être un mouvement de personnes qui changent de transport, enfin de manière de se déplacer. Cependant, j'ai l'impression que la solution qui suit, ou en tout cas la solution proposée, n'est pas proportionnelle au changement des habitudes des citoyens bruxellois. Voilà, c'était mon petit commentaire par rapport à ce que vous avez débattu. Et il me semble qu'il était adressé à Madame la Ministre. Oui. Tout d'abord sur les bus. Alors c'est vrai que même s'il y a beaucoup de transports en commun, elle est aussi beaucoup utilisée. On a augmenté l'offre de bus les dernières 4 années avec 30%. Alors, on a investi dans des bus plus larges, on a investi dans des bus plus fréquents. Il y a quelques nouveaux lignes, je ne connais pas le numéro exact, mais une nouvelle ligne aussi à Forêt qui fait la connexion, qui croise presque toute la ville, qui va à Anderlecht, etc. Alors, on a investi dans le réseau bus, dans le réseau tram, mais c'est vrai, chaque fois qu'on met quelque chose en place, tout de suite, c'est utilisé. C'est un peu le même avec l'infrastructure cyclable. Dès qu'on met une piste cyclable, elle est bondée. Alors, ça montre qu'on doit quand même faire ça. Et ce n'est pas qu'on n'a rien fait, mais c'est vrai que le rythme dont on doit suivre est quelque chose ou encore un exercice à faire. Pour le budget de mobilité, là, je ne pense pas si je suis d'accord ou si j'ai bien compris. Je pense que si on a le choix entre un budget de mobilité ou une voiture de société, ça m'encourage de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui disent on va pour le budget de mobilité. S'ils l'utilisent pour autre chose, je dis tant mieux. Comme société, on investit, on donne un cadeau fiscal aux gens, et si vous l'utilisez pour autre chose qu'une voiture, bah, profitez-en. Et je pense que c'est pas je pense que c'est une bonne chose. Le coût des subventions pour les voitures de société, on parle de 4 milliards d'euros par an, c'est 4 fois le budget de la STIP par an. Alors, je peux faire beaucoup avec ce budget. Et c'est pour ça que je dis c'est quand même une réflexion. Je sais, c'est attractif, c'est chouette comme employeur, c'est chouette de pouvoir donner une voiture comme jeune employé, c'est bon, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le modèle du futur? Et j'avoue aussi, quand je suis en l'étranger, c'est un modèle que je n'arrive pas à expliquer. On est assez unique avec ça en Belgique. Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, ah oui, mais c'est fiscalement plus intéressant. Bah, mais pourquoi vous ne diminuez pas juste les taxes sur l'emploi? C'est quand même résoudre le problème du base. Ben oui, c'est un peu là, on donne une réduction fiscale parce que voilà, le coût de l'emploi est assez cher, mais changeons le système du base. Et si les jeunes veulent avoir une voiture, leasing ou pas, qu'ils peuvent le faire. Mais la réduction fiscale pour ça, c'est quelque chose que je trouve quand même que ça mérite un débat de changer ça. Un débat que nous avons au moment où nous parlons d'ailleurs. Pierre de Chastel, est-ce que vous voulez réagir par exemple à la question des voitures de société, ou est-ce que Poppy a une politique à l'égard des entreprises? Clairement, ce budget mobilité est souvent utilisé pour utiliser des Poppy. Donc clairement, nous, on y gagne à voir cette évolution. Comment? Pas que Poppy, mais heureusement une partie quand même pour nous aussi. Non, je pense il y a un élément quand même dans ce que tu as dit qui pour moi qui est important, c'est qu'on parle souvent, quand on pense à la mobilité, on parle souvent de véhicules qui déplacent des gens, mais il y a un sujet dans la mobilité dont on ne parle pas souvent, c'est le domicile, le lieu de travail.
Et dans ce budget mobilité, ce à quoi tu faisais référence, c'est qu'il y a moyen de retirer une partie, d'utiliser une partie du budget pour payer son prêt hypothécaire ou pour payer son loyer, si je ne me trompe pas. Je trouve pas que c'est un détournement du système, je trouve ça génial. Ça permet à des gens qui n'auraient peut-être pas les moyens de venir habiter à Ixelles parce que leur employeur est à Ixelles, qui serait en banlieue à Bruxelles, d'avoir quelques centaines d'euros en plus par mois pour se payer leur prêt hypothécaire à Ixelles. Ça résout le problème de mobilité, ils peuvent arriver en marchant au travail, ça enlève du stress, ça leur fait gagner 2 heures par jour peut-être de transport en commun, de quoi que ce soit. Donc pour moi, il faut ouvrir le scope, quand on parle de mobilité, il faut ouvrir le scope, pas que parler de bus, tram, métro, vélo, etc. Je pense que l'urbanisme est un élément gigantesque dans ce sujet-là. Après, il y a plein d'autres sujets. On pourrait réfléchir à pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous les magasins ferment à 19h. Si on étalait ça un petit peu, peut-être que le pic du soir serait un peu plus étalé. Tu serais pas écrasé dans ton métro comme des sardines. Le télétravail est une super solution aussi au problème de mobilité. Donc je pense qu'il faut oser réfléchir un peu plus large quand on parle de mobilité. Mais j'ai aucune expertise sur ces sujets-là. Moi, je sais parler que de mobilité partagée. Je peux ajouter quelque chose à ça. C'est vrai, quel trajet est-ce qu'on fait et est-ce qu'on doit continuer à faire ce trajet? Et c'est ça l'idée de ville à 10 minutes ou de ville à 15 minutes, ça dépend quelle ville vous prenez. On a dit à Bruxelles une ville à 10 minutes. Ça veut dire qu'il faut que, si vous êtes à Forêt, que votre emploi ou votre commerce local, l'offre culture, l'aide médicale, que tout soit accessible à une distance de 10 minutes. Et comme ça, qu'on évite que pour tout, on doit aller au centre-ville ou pour tout, si on veut faire de la culture, il y a une offre culturelle à Forêt pas intéressant, mais faire en sorte que ça soit aussi un instrument dans le planning urbanistique est important. On a ces visions à Bruxelles, mais en l'appliquant, il faut encore plus d'écoles dans certains quartiers, etc. Alors c'est aussi comment est-ce qu'on peut éviter certains déplacements ou faire en sorte qu'ils sont plus courtes et comme ça encourager la marche, en tout cas. Merci beaucoup. Alors est-ce qu'on a, on a deux questions. Allez-y, madame. Alors, bonsoir. Je m'appelle Yarietou, je suis étudiante à Solvay et commerçante à Bruxelles, juste dans le centre-ville. Alors ici, moi, j'aimerais juste rebondir par rapport au fait que vous avez évoqué les pays nordiques. Moi, j'ai fait mon Erasmus en Finlande et j'étais vraiment très, très impressionnée les premières semaines quand je voyais des enfants de 7 à 10 ans prendre les transports en commun en plein hiver. 17h, il faisait déjà très nuit, mais ils se déplaçaient sans problème. Étant donné que moi, commerçante, à 20h, je suis effrayée de bouger de la gare centrale jusqu'à mon commerce qui est juste derrière la Grande Place. Donc du coup, je me demandais qu'est-ce que vous pensez et est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à ça pour, en quelque sorte, je ne sais pas, rassurer, parce que j'imagine qu'il y a... J'imagine qu'il y a une grande partie des foyers à Bruxelles, par exemple, qui en général utilisent 2 véhicules parce qu'ils doivent le matin accompagner les enfants à l'école et puis après leurs activités extrascolaires parce que le père doit prendre son véhicule pour aller au travail. Donc du coup, je pense que ça pourrait peut-être réduire un peu, si on pouvait en quelque sorte aider, comme Madame Sandra le disait tout à l'heure, pas forcer, pas avoir un sentiment où on est en train de forcer les gens à cette transition, mais à les éduquer et à les assurer, oui, voilà, c'est ce qu'on vous propose et est-ce que vous pouvez nous aider dans cette transition. Voilà, c'est un peu ça ma question. Il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Je vais commencer avec les enfants et l'école et les enfants qui doivent être amenés à l'école en voiture. Il y a cette cercle qui tourne. On a peur de laisser nos enfants aller seuls à l'école, alors on les pose en voiture. Parfois, l'école est loin parce qu'il n'y a pas assez d'écoles, etc. Alors là, il y a une solution qui est, d'offrir des écoles dans le quartier. Partout, il y a des enfants. Alors, investir dans les écoles et faire en sorte que cette manque de place dans les écoles soit dans le passé. Mais aussi faire en sorte qu'un enfant à, 12 ans, parce que c'est l'âge où on a appris le trafic, etc., un enfant de 12 ans sait se déplacer en ville, seul, à pied, à vélo, en transport en commun. Et moi, j'ai 2 enfants.
j'avoue, je ne laisse pas toujours faire. Et c'est cette crainte. Tu aimes tes enfants, tu veux qu'ils survivent de trafic. Mais le fait qu'on a peur dans le trafic, c'est vraiment... On a accepté, d'une part, on a accepté qu'il y a 60 personnes par an qui perdent leur vie dans le trafic bruxellois chaque année. Alors la sécurité routière, pour moi, on n'est pas assez fâché sur le fait combien d'accidents qu'on a, etc. Alors la sécurité routière, sur mesure des enfants, dès 12 ans, et organiser notre ville là-dessus, pour moi, c'est quelque chose primordial. Si on veut convaincre les parents de laisser leurs enfants aller, il faut que chaque carrefour soit sécurisé. Ça, c'est une chose. Si on parle de peur, c'est la sécurité routière, mais aussi la sécurité en général. C'était le début de votre question. Si je dis au début, il faut se sentir bienvenu dans l'espace public, ça va sentir comme votre espace, mais il faut se sentir en sécurité, sinon on ne sort pas. Et c'est quelque chose qui est crucial. Et à Bruxelles, ça dépend du quartier à quartier, moment à moment, mais il y a des endroits où ce ne sont pas à l'aise en sécurité. Et là, faire en sorte qu'il y ait un vrai politique, ça fait partie, ça fait pas partie d'une politique de mobilité, mais ça fait partie d'une politique d'espace public, d'un ville-salon, de dire que voilà, c'est notre espace et on va garantir que vous êtes en sécurité. Et là, bon, il faut en investir, il faut faire en sorte que l'organisation de l'espace public soit bien conçue, qu'il n'y a pas trop de coins cachés, qu'il y a d'éclairage, que c'est dans la conception, mais aussi faire en sorte la sensibilisation, qu'on fait l'éducation avec nos enfants qui sont respectueuses, mais qu'il y a la police, qu'il y a la sécurité, les services de sécurité, ça sont tous des choses qui en font partie. Pour la STIP, par exemple, un problème de sécurité qui devient de plus en plus difficile dans la STIP. Il y a beaucoup de femmes qui disent le soir, je ne prends pas le métro. Pendant la journée, la STIP, il y a majoritairement des femmes qui utilisent le transport en commun, mais le soir, ça tombe à 35%. Alors, les femmes sont très minoritaires là. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire le soir, les femmes, c'est parce qu'ils ont peur. Et ça, c'est quelque chose qui est crucial. Alors, on va... Et ça, c'est aussi un scoop, même si c'est télévisé, mais gardez ça un peu entre nous. Même dans des contextes budgétaires difficiles, on a trouvé des budgets supplémentaires pour acquérir plus de personnel de sécurité à la STIP, notamment pour faire en sorte qu'on peut répondre à ça de plus en plus. Si on va rénover une station, je trouve les gares de Roger est un bon exemple. On fait en sorte qu'il y a de lumière, de vraies lumières qui entrent. Ce n'est pas juste une lumière artificielle, mais aussi de lumière d'or qui entre, que les espaces sont ouverts. Le nouveau matériel roulant aussi, les nouveaux trams et métros sont ouverts, ce n'est pas des compartiments, comme ça vous avez plus de contrôle social. On va avoir des fenêtres le plus larges possible. Ce sont tous des éléments qui doivent aider à ce sentiment de sécurité et la réelle sécurité de se déplacer. Je veux bien... Vous m'entendez ? Oui. Je veux bien réagir aussi sur la deuxième partie de ta question et aussi en partie à ce que Sandra a dit. Je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui ont parlé d'un peu le côté marketing, de comment est-ce qu'on arrive à convaincre les gens. D'un côté, il y a la carotte, de l'autre côté, il y a le bâton. Et pour moi, la question, la réponse, c'est les deux. C'est un peu dur à dire, mais je vais expliquer le concept de façon très objective en tant que marketeur. Après, vous ne me jugerez pas sur ma personne. En tant que marketeur, notre métier, c'est de changer le comportement des gens. Et après, on choisit chacun à quel sujet on l'applique. Moi, j'ai décidé, je l'espère, de l'appliquer à un sujet qui a un intérêt sociétal. Mais comment est-ce qu'on change les habitudes des gens ? Et on peut le voir dans toutes les psychologies d'habitude. Souvent, c'est quelque chose qui casse une habitude précédente qui va permettre de créer une nouvelle habitude. Et pas juste en donnant les arguments. C'est comme, je peux te dire, si tu fumes 2 paquets par jour, je peux te donner tous les arguments du monde pour arrêter de fumer. C'est pas ça qui va te faire arrêter de fumer. Souvent, on voit que c'est un décès, c'est une maladie, c'est quelque chose comme ça qui va être ce déclencheur. Et là, je veux peut-être lancer des fleurs à la ministre, mais enfin plus au concept de ministre de la mobilité en général. Mais c'est un métier extrêmement ingrat parce que c'est un métier qui demande d'utiliser cette carotte évidemment, mais aussi le bâton, et parfois plus le bâton que la carotte, parce qu'il faut casser ses habitudes. Et malheureusement, politiquement, on s'expose à prendre des choix qui sont très compliqués, mais c'est nécessaire. On l'a vu dans le prédécesseur de Madame la ministre qui a pris des choix qui étaient compliqués. Il n'a pas récupéré de poste de ministre après. Voilà, je ne vais pas faire de prédiction sur le futur de politique de n'importe qui. Je ne suis absolument pas expert dans la matière non plus, mais je dis juste que ça demande énormément de courage de le faire. Ça prend on reçoit énormément de critiques en le faisant, mais parfois c'est des sacrifices qui doivent être faits pour que la société évolue, parce que si on ne les fait pas, on accepte le fait que la ville continue à s'engorger, et puis à un moment on va tous être victimes, et donc il vaut mieux à un moment couper, arracher le sparadrap et dire voilà, c'est comme ça qu'on va faire.
c'est un mini-suicide politique, mais au moins, et c'est pour ça que je dis, je lance des fleurs, au moins on met en place des bases saines pour continuer à construire la ville de demain, plutôt que de juste faire ce que les gens veulent, ce que les gens demandent, ce que voilà, d'autres partis ou d'autres personnalités politiques ont tendance à faire. Donc, ouais, mais c'est un sujet très compliqué et je suis content de ne pas être dans la politique. Une réaction sur votre suicide politique. Alors, il y a une dernière question parce que l'heure tourne. Alors, il y avait monsieur, et je crois qu'on va devoir arrêter là parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote. Alors, on va là. Donc, les péages urbains, c'est une question qu'on va peut-être stocker. Il y avait monsieur qui avait levé la main très en avance. Oui, j'avais une question à poser par rapport aux voitures partagées. Je me demande quel est le secret du taux d'occupation de ces voitures, parce que moi, je pense qu'il y a un problème où tout le monde veut prendre la voiture en même temps le matin, aux mêmes heures de pointe, et tout le monde veut aller dans les mêmes périphéries, dans les mêmes zones vers son lieu de travail. Et comment est-ce que vous organisez pour gérer ces problèmes-ci ? Alors aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on appelle le rebalancing. Ce que d'autres entreprises font, c'est qu'ils déplacent des véhicules à vide. Les véhicules ne se déplacent pas à vide, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour aller les mettre là où la demande est. Nous, on essaie de le faire via des systèmes d'incentive où les véhicules qui sont dans les quartiers où on sait qu'il y a peu de demande, on les offre moins cher. Ce qu'on réfléchit à intégrer, c'est de faire l'inverse. Flaget ou Stéphanie, on va dire un mercredi. On est quel jour ? Jeudi ? Mercredi soir, où voilà, une fois il y a 50 personnes qui vont sortir de cet événement, qui vont vouloir prendre une poppy. Peut-être que ça vaut la peine, comme Uber le fait, d'augmenter les prix pour un peu rééquilibrer ça. Mais après, on voit, ça c'est vraiment pour venir optimiser, on voit en fait que il y a un effet naturel d'étalement des flottes qui se passe. Et comme tu dis, en effet, tout le monde, le soir, rentre dans les quartiers plus résidentiels et gardent leur voiture là. Le matin, ils la reprennent pour aller dans les zones plus de bureaux. Pendant la journée, ils vont se déplacer pour aller aux réunions, pour aller à l'aéroport, des choses comme ça. Et en fin de compte, les voitures restent dans les quartiers, on va dire, plus d'activités professionnelles et culturelles, etc., pour le soir re-rentrer dans les quartiers résidentiels. Donc en fait, il y a un rythme de vie de ces véhicules qui est assez naturel, qui correspond assez bien à la demande. Maintenant, il y a juste peut-être les 10-20% qu'il faut venir optimiser, que nous, on évite de faire déplacer des véhicules à vide pour optimiser ça. Je pense que c'est un bon point pour aller à la question qui n'est pas posée, mais que j'ai quand même captée. C'est sur le prix, l'effet du prix, et sur la fiscalité. Alors, pour l'instant, si vous avez une voiture, on a parlé des coûts que c'est. Un coût, c'est les taxes annuelles. On paye tous, si on a une voiture, une taxe annuelle. Elle est forfaitaire. Si vous roulez beaucoup ou pas, n'importe, vous payez le même tarif. Et changer de ce tarif par quelque chose de plus intelligent, pour moi, ça va venir, même si on n'aime pas l'idée, mais j'en suis sûre que ça va venir. La question, c'est quand, mais ça va venir. Un système plus intelligent qui va dire que voilà, si vous roulez le matin à 4 heures parce que vous êtes infirmière dans un hôpital, pas de choix, on peut le mettre à 0. Si vous habitez à Rochefort, il n'y a pas encore un train à Rochefort, mais bon, si vous habitez à Rochefort, il n'y a pas encore une alternative, bah, on le met à 0. Mais si vous allez de Roger à Simonis, on peut mettre un autre prix parce qu'on peut dire qu'il y a une alternative qui est là. Alors, un système qui prend compte quand que vous roulez, avec quelle voiture, s'il y a une alternative, etc., c'est un système beaucoup plus intelligent. Et aussi, comme ça, si vous roulez moins, vous payez moins. C'est un principe très incitant. Et si on parle de carottes et bâtons, c'est un principe que voilà, ça sera plus attractif de rouler moins. Et quand on marche, on gagne un peu l'argent. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit aller. L'économiste que je suis se réjouit qu'on parle d'incitation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous souhaitez conclure, dire 2 mots les unes les autres avant de remercier nos participantes et nos participants Vous pouvez aussi choisir de garder le silence, c'est moi qui parlerai. Non, pas de souci, pas de souci. Je pense que je peux, parce que j'adore les citations. Et j'ai trouvé encore une autre citation qui était assez bien, qui clôture. Les villes sans voiture ne sont pas utopiques, elles sont utiles. Et l'utopie réside dans l'idée que la voiture est la seule solution. Et je trouve que ça
résume assez bien tout ce qu'on a dit et je donne la parole à la ministre. Alors, on lise les citations. J'en ai une aussi de Jane Jacobs, une femme inspirante. Et elle dit « S'inventer une ville existante, c'est facile, mais s'inventer une ville nouvelle d'une page blanche, c'est en anglais, alors je suis en train de traduire, c'est facile, mais changer une ville existante, c'est ça qui demande l'imagination. Alors, changer une ville qu'on connaît, qui est habitée, qui est utilisée, ça demande l'imagination. Mais c'est aussi là où on peut rêver du futur. Et je pense que pour répondre à la question, moi j'adore être politicien. Je sais que je ne suis pas toujours aimée, adorée, mais je fais une vraie différence. Et c'est un honneur énorme de pouvoir travailler dans nos villes où on habite, où mes enfants grandissent, et de pouvoir voir le changement qu'on met en œuvre. Pour moi, ça vaut la peine. Et je vais quand même essayer de pouvoir continuer si les élections me permettent. Je le souhaite. Moi, j'ai pas de quote inspirant, j'ai pas une bonne mémoire comme ça. Non, moi, j'ai juste une petite anecdote. Ça fait des années que je fais du lobbying politique pour convaincre des gens de ma vision et surtout des entreprises pour lesquelles je travaille, donc le vélo partagé avant, la voiture partagée aujourd'hui. Et donc, j'ai l'occasion de parler avec tous les bords de la politique bruxelloise, belge, etc. Ce qui me choque toujours, c'est que derrière des portes fermées, tout le monde a la même opinion sur la politique, sur la mobilité. Tout le monde, que ce soit la droite, la gauche, on voit tous que le vélo doit prendre plus de place, que la voiture doit prendre moins de place, etc. C'est le moment où les caméras sont allumées qu'en une fois, on change de discours. Il y en a certains qui gardent le discours, il y en a d'autres qui le transforment complètement. Mais en fin de compte, pourquoi est-ce qu'ils le transforment? C'est parce qu'ils veulent qu'on vote pour eux. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est le pouvoir de nous, des individus qui votent pour ces gens, de les influencer, de nous partager notre avis sur la question. Donc je pense extrêmement important qu'on ait des discussions comme ici aujourd'hui, où on donne la voix à pas que des politiciens, mais aussi à des gens qui vivent la mobilité tous les jours, pour s'exprimer, parce que ça influence les politiciens de vous exprimer sur ces questions. Donc voilà, c'était juste mon petit point, c'était de remercier Sandra et Per-Guillaume pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement, et d'insister sur l'importance de participer, d'exprimer sa voix sur le sujet. Et la mobilité, pour vraiment clôturer maintenant, je suis tombé dedans il y a 7-8 ans, mais c'est un sujet qui est passionnant parce que ça touche absolument tous les aspects de la vie d'une ville. Ça ne parle pas que de voitures, de bus, etc. Ça parle d'éducation, ça parle d'emploi, ça parle d'urbanisme. C'est un sujet passionnant dont j'adore parler. Si vous voulez continuer à en parler, n'hésitez pas à venir me trouver pour le reste de la soirée. Tout à fait, c'est une transition toute trouvée. Alors d'abord, puisque le Management Café n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il va, vous allez avoir un petit peu de temps pour discuter les uns avec les autres. Il reste peut-être des petites choses à grignoter ou à boire. En tout cas, je voulais vous retourner vos remerciements. Pierre de Chatzen, Elke van den Brandt, évidemment Sandra Rothenberger. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Je pense, sans trop m'avancer, que c'est l'édition qui a eu le plus de succès en termes de fréquentation. Donc vous pouvez vous applaudir. Bravo. N'hésitez pas à suivre l'avenir des Management Café. On essaye d'en organiser un par saison. Alors, c'était l'édition d'automne. On aura une édition d'hiver, en décembre ou janvier, j'imagine. Vous pouvez suivre les Management Café sur les réseaux sociaux du Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion de Sebrig, Facebook, Twitter, LinkedIn. Pas de TikTok, pas encore. Et évidemment, YouTube, si vous souhaitez retrouver la vidéo de ce Management Café, ou rattraper les éditions précédentes, les 24 éditions précédentes que vous avez ratées, qui ont été filmées à partir de là, je crois, la 10e. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup. Merci d'avoir eu la patience de venir, malgré le temps qui n'a pas été génial pour les cyclistes. À bientôt, j'espère. Je remercie aussi les gens qui nous ont regardés en ligne et qui n'étaient pas là ce soir. Une fois que nous serons sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Management Café. Au revoir.